Ma femme est décédée, ne me laissant qu'un vieux manteau. Lors du règlement de la succession, mon gendre a éclaté de rire, c'est tout ce que tu mérites. Les 8 millions me reviennent. Mais dans la doublure du manteau, j'ai découvert quelque chose de cousu, une enveloppe scellée. En lisant son contenu, mes yeux se sont remplis de larmes. Je suis heureux que vous soyez là. Je n'aurais jamais imaginé que les obsèques de mon épouse deviendraient le théâtre de mon plus grand déshonneur. Debout, dans mon costume noir usé, regardant ma fille, Sophie, se serrer contre le bras de son mari, Marc, plutôt que contre le mien, je me suis senti plus seul que jamais en 63 ans d'existence. Le notaire s'est raclé la gorge, ajustant ses lunettes à monture fine, prêt à lire le testament d'Ophélie. Je m'attendais aux formalités habituelles, la maison que nous occupions à Lyon depuis 40 ans, nos modestes économies, peut-être quelques bijoux pour Sophie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le rictus qui s'est lentement dessiné sur le visage de Marc à mesure que maître Henderson parlait. À mon cher gendre, Marc Lefebvre, je lègue la somme de 8 millions d'euros, ainsi que l'ensemble des comptes d'investissement et des propriétés immobilières. Mes genoux ont fléchi. 8 millions d'euros? J'ignorais totalement qu'Ophélie possédait une telle fortune. D'où venait cet argent? Quand avait-elle accumulé une telle richesse sans m'en parler, à moi, son mari depuis 4 décennies? Et à mon époux, Louis, a poursuivi le notaire d'une voix devenue étrangement basse, je lègue mon vieux manteau d'hiver, en espérant qu'il le gardera au chaud durant les années à venir. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je sentais le poids de chaque regard, j'entendais les respirations saccadées des tantes de Sophie, les chuchotements à peine contenus de nos voisins. 40 ans de mariage réduits à un vieux manteau. Le rire de Marc a transpercé la tension comme un couteau. Eh bien, Louis, a-t-il lancé d'un ton faussement compatissant, on dirait que c'est tout ce que tu mérites. Heureusement que Sophie m'a moi pour s'occuper d'elle désormais. J'ai voulu répondre, exiger des explications, demander comment ma femme avait pu me trahir si profondément, mais aucun mot n'est sorti. Ma gorge me brûlait et mes mains tremblaient tandis que je m'agrippais au dossier d'une chaise pliante pour ne pas m'effondrer. Sophie alternait son regard entre nous, les yeux rougis par les larmes, une confusion totale se lisant sur son visage. Maman a toujours dit que papa ne manquerait de rien, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour les autres. Ta mère était malade à la fin, chérie, a dit Marc avec assurance, en posant une main protectrice sur ses épaules. Parfois, le jugement des gens s'altère, mais ne t'inquiète pas. Nous ferons en sorte que ton père ne finisse pas à la rue. La condescendance dans sa voix m'a donné la nausée. Cet homme, qui m'avait à peine supporté ces 15 dernières années, parlait de moi comme d'une œuvre de charité. Le même homme qui levait les yeux au ciel dès que je prenais la parole lors des dîners de famille, qui faisait des commentaires désobligeants sur mon emploi d'ouvrier, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde qu'il était le brillant cadre marketing à succès. Après la lecture, les invités sont sortis rapidement, leur malaise palpable. J'ai surpris Margaret, la sœur d'Ophélie, chuchoter à son mari, j'ai toujours su que leur mariage était étrange. La pauvre Ophélie devait en avoir assez. Le funérarium s'est vidé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Sophie, Marc et moi. Sophie s'est approchée avec hésitation, tenant un sac en plastique contenant le manteau. Papa, je suis tellement désolée. Je ne comprends pas ce que maman avait en tête. Sa voix a craqué, et pendant un instant, j'ai revu ma petite fille, et non la femme de 35 ans qui s'était lentement éloignée de moi au fil des années. C'est sans importance, ma chérie, ai-je réussi à dire, bien que nous sachions tous deux que c'était faux. J'ai pris le sac, sentant le poids du tissu usé à l'intérieur. Ta mère devait avoir ses raisons. Marc s'est avancé, son expression jouant un masque de sollicitude qui n'atteignait pas ses yeux. Écoute, Louis, Sophie et moi en avons discuté. Nous savons que c'est dur pour toi. Peut-être est-il temps d'envisager une de ces résidences seniors confortables. Nous pouvons t'aider à trouver quelque chose d'abordable. Le mot « abordable » m'a frappé comme une gifle. Il prévoyait déjà de m'entasser quelque part, loin des regards. J'ai serré le sac plus fort et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me débrouillerai très bien tout seul, ai-je dit calmement. Bien sûr que tu le feras, a-t-il répondu, mais son ton suggérait tout le contraire. Souviens-toi juste que nous sommes là si tu as besoin de quelque chose, dans la limite du raisonnable, évidemment. En s'éloignant, j'ai entendu Marc murmurer à Sophie, ne t'en fais pas, chérie, on le surveillera de loin. On ne peut pas en faire notre responsabilité. Je suis rentré chez moi,
seul, dans cette maison vide qui ne semblait plus être la mienne. Chaque pièce résonnait de l'absence d'Ophélie, mais désormais teintée d'une chose nouvelle, la trahison. Comment la femme que j'avais aimée pendant 40 ans, celle pour qui j'avais cumulé 2 emplois pendant qu'elle s'occupait de Sophie, celle que j'avais soutenue durant ses traitements contre le cancer il y a seulement 5 ans, comment avait-elle pu me laisser sans rien? Ce soir-là, assis dans mon fauteuil, je tenais le sac plastique, craignant de regarder le manteau. C'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Une fois que j'aurais vu, une fois que j'aurais accepté que c'était tout ce qu'il restait de notre vie, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Mais alors que minuit sonnait, je me suis décidé à ouvrir le sac. Le manteau était exactement tel que je m'en souvenais, en laine bleu marine, légèrement délavé, avec ses petites usures au coude où Ophélie posait ses bras quand elle lisait. Elle l'avait porté chaque hiver pendant 20 ans. En le sortant, j'ai senti quelque chose de différent. Une rigidité inhabituelle dans la doublure, une petite bosse près de la poche intérieure que je n'avais jamais remarquée. Mon cœur a commencé à battre la chamade tandis que mes doigts parcouraient le tissu, traçant ce qui semblait être le contour d'une enveloppe cousue soigneusement à l'intérieur. Mes mains tremblaient à l'idée que, peut-être, le dernier cadeau d'Ophélie n'était pas l'humiliation que je croyais. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. À l'aube, je ne pouvais plus attendre. Avec des doigts fébriles et mes lunettes de lecture sur le nez, j'ai entamé le travail délicat de découdre la doublure. La couture était si précise, si minutieuse, que je savais qu'Ophélie l'avait fait elle-même. Elle avait toujours été méticuleuse, passant des heures devant sa machine à coudre. Alors que je coupais les fils avec ses petits ciseaux à broder, les mêmes qu'elle utilisait depuis 30 ans, je sentais sa présence dans chaque point. L'enveloppe est tombée facilement. Mon nom était écrit sur le devant, de l'écriture familière d'Ophélie, celle qui remplissait mes cartes d'anniversaire depuis des décennies. Mais cette fois, le trait semblait plus urgent, plus délibéré. À l'intérieur, j'ai trouvé 3 pages manuscrites, et en commençant à lire, ma vision de tout ce qui s'était passé a commencé à s'effondrer. Mon très cher Louis, commençait-elle, si tu lis ceci, alors mon plan a fonctionné et Marc croit avoir gagné. Je te demande de me pardonner pour ce que j'ai dû faire et pour la douleur que cela t'inflige, mais je veux que tu saches que chaque mot dur, chaque froideur, chaque instant ces 6 derniers mois où j'ai semblé m'éloigner de toi, rien de tout cela n'était réel. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû poser la lettre pour reprendre mon souffle. J'ai découvert quelque chose sur Marc il y a 3 mois qui a tout changé. Il empoisonnait l'esprit de notre fille contre toi, la convainquant que tu devenais un fardeau, que ta mémoire faiblissait, que tu étais trop fier pour admettre que tu avais besoin d'aide. Mais ce n'était pas le pire, mon amour. J'ai découvert qu'il avait une autre famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Une autre famille? J'ai relu la phrase 3 fois. Il est marié à une autre femme depuis 7 ans. Elle s'appelle Jennifer, et ils ont 2 enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Il garde un appartement à l'autre bout de la ville où il passe 2 nuits par semaine, prétendant à Sophie qu'il voyage pour le travail. J'ai les photos, les documents, tout. Mais quand je l'ai confronté, il m'a menacé de manières qui font encore trembler mes mains alors que j'écris ceci. Je suis allé à la cuisine me chercher un verre d'eau. Mon esprit vacillait. Marc, l'homme qui jouait le gendre parfait, menait une double vie. Je suis retourné à la lettre, il a dit que si je disais la vérité à Sophie, il me ferait déclarer mentalement inapte. Il notait chaque petite erreur, quand j'oubliais mes clés, quand je mélangeais ma liste de courses. Il disait avoir assez de preuves pour convaincre un juge que je perdais la tête et qu'il s'assurerait que je finisse mes jours enfermé dans le pire établissement psychiatrique de l'État. Ma poitrine s'est serrée. J'avais pris ces petits oublis pour de la vieillesse, mais Marc, lui, les répertoriait, préparant ses armes. Mais il a fait une erreur, Louis. Il est devenu cupide. Il a dit que si je voulais te protéger, je devais m'assurer qu'il hérite de tout. Il croyait qu'avec 8 millions d'euros, il pourrait abandonner Sophie et recommencer à zéro avec sa vraie famille. Il a même ri en m'exposant son plan. Il a dit que Sophie devenait trop vieille de toute façon, que Jennifer était plus jeune et lui avait déjà donné les fils qu'il a toujours voulu. J'ai eu envie de vomir. Ma fille, si douce et aimante, était mariée à un monstre qui prévoyait de détruire sa vie pour de l'argent. La lettre continuait, je savais que je devais vous protéger tous les deux, mais s'il savait que je vous avais prévenu, il mettrait ses menaces à exécution. Alors j'ai faim de croire ces mensonges. J'ai fait semblant d'être amer et déçu par notre mariage.
Je sais que cela t'a brisé le cœur, mon chéri, et j'en suis désolé, mais il fallait qu'il croie avoir gagné. Des larmes ont brouillé ma vue. Cette froideur, ces reproches, je pensais qu'elle m'en voulait. En réalité, elle me protégeait. Les 8 millions sont réels, poursuivait-elle, mais ils ne sont pas à moi. Je gère le compte d'investissement de ton père depuis son décès. Avec une gestion prudente ces 15 dernières années, la somme a considérablement augmenté. L'argent t'appartient légalement, pas à moi. En le léguant à Marc, je lui ai donné assez de cordes pour se pendre lui-même. J'ai dû relire ce paragraphe 2 fois. Mon père m'avait laissé un petit héritage de 50 000 € il y a 15 ans. Ophélie avait insisté pour le gérer. Je lui avais fait confiance aveuglément. Voici ce que tu dois faire, concluait la lettre. Dans notre chambre, derrière la plainte sous la fenêtre, tu trouveras une enveloppe Kraft. À l'intérieur, toutes les preuves prouvant que l'argent t'appartient, ainsi que les preuves de la seconde famille de Marc. Il y a aussi un dictaphone. Il ne sait pas que j'ai enregistré nos conversations ces 2 derniers mois. Ses propres paroles le condamneront. La lettre se terminait par des mots qui m'ont brisé et réparé le cœur en même temps. Je t'ai aimé chaque jour pendant 40 ans, Louis. Je t'ai aimé hier, je t'aime maintenant, et je t'aimerai dans l'au-delà. Pardonne-moi de t'avoir fait douter de cet amour, ne serait-ce qu'un instant. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Maintenant, c'est à toi de finir ce que j'ai commencé. Fais-lui payer ce qu'il a essayé de faire à notre famille. Tout mon amour, toujours, Ophélie. Assis dans ma cuisine sous le soleil du matin, je pleurais comme je ne l'avais pas fait depuis l'enfance. Ophélie ne m'avait pas trahi. Elle m'avait sauvé. Et maintenant, armée de son cadeau final, j'allais sauver notre fille. J'ai trouvé l'enveloppe là où elle l'avait indiqué. L'enveloppe était lourde, remplie de documents qui allaient tout changer. Chaque pièce racontait une partie de cette histoire qui glaçait le sang. Les documents financiers étaient éblouissants de clarté, comment 50 000 € s'étaient transformés en 8 millions grâce au génie d'Ophélie. Mais ce sont les photos qui m'ont achevé, Marc sortant d'une maison de banlieue avec une femme plus jeune, blonde, souriante. 2 petits-enfants jouaient dans le jardin, un garçon qui était le portrait craché de Marc, et une petite fille aux mêmes yeux sombres que lui. Plus de photos encore, Marc à un spectacle d'école, Marc poussant la petite sur une balançoire, Marc soufflant 6 bougies sur un gâteau. Dans chaque image, il avait cet air sincèrement heureux que je ne lui avais jamais vu avec Sophie. Ophélie avait même obtenu des copies d'un certificat de mariage datant d'il y a 7 ans, juste 3 ans après le mariage de Marc avec Sophie. J'ai pris le petit dictaphone. Un mot d'Ophélie était scotché, « Écoute, mais prépare-toi. » Ces mots feront mal, mais Sophie doit entendre la vérité. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Marc est sortie clairement, « Écoute, Ophélie, j'ai fini de faire semblant. » Sophie vieillit. Elle devient collante. Franchement, elle devient un poids. Jennifer est tout ce que Sophie était, jeune, belle, sans complications. Et elle m'a donné des fils, pas juste une fille qui finira probablement aussi inutile que son père. La voix de ma femme a répondu, tremblante mais déterminée, « Et tes vœux envers Sophie ? La vie que vous avez bâtie ?» Marc a ri, un son froid qui m'a glacé, « Quelle vie ? Vivre dans cette banlieue ennuyeuse, écouter ses rêves d'enfant alors que j'ai déjà la famille que je veux. La seule raison pour laquelle je suis resté, c'est que je savais qu'il y avait de l'argent dans cette famille. Et maintenant, avec ton aide, je peux enfin être libre. » Et Louis, a demandé Ophélie. Ce vieil homme est un poids mort depuis des années. Une fois que j'aurai l'héritage, je convaincrai Sophie de le mettre dans une maison de retraite. Bon sang, peut-être que je provoquerai un petit accident. Les crises cardiaques sont si courantes à son âge. J'ai dû arrêter l'enregistrement. Cet homme s'asseyait à notre table, acceptait nos cadeaux de Noël, m'appelait « Papy », tout en planifiant mon meurtre. L'enregistrement continuait sur ses plans pour utiliser l'argent afin de repartir à zéro avec Jennifer en Californie. Dans un autre passage, il détaillait comment il empoisonnait la relation entre Sophie et moi, faisant des commentaires sur mon âge et mon déclin pour qu'elle me voie comme un fardeau. Mais le plus dévastateur était le dernier, où Ophélie le confrontait directement, « Tu ne peux pas être sérieux à propos de Louis. » « Je suis plus que sérieux, » répondait Marc. Ce vieil imbécile se tient entre moi et 8 millions d'euros. S'il faut que ça ressemble à un accident, c'est ce que je ferai. Une chute dans les escaliers,
Une fuite de gaz, un mauvais mélange de pilules. Qui doutera? Il a 63 ans. Tout le monde sait comment ça arrive aux hommes âgés qui vivent seuls. La voix de ma femme n'était plus qu'un murmure, c'est un meurtre. C'est de la résolution de problèmes, répliquait-il. Et si tu essaies de l'avertir, je te ferai déclarer inapte si vite que tu ne sauras plus où tu habites. J'ai documenté chaque erreur depuis ta chimio. Un juge croira que ton traitement a affecté ton esprit, et j'aurai la tutelle sur toi et sur Louis. Vous disparaîtrez tous les deux dans le système social, et Sophie me remerciera de si bien m'occuper de ses parents vieillissants. J'étais assis dans l'obscurité grandissante de ma cuisine, entouré de la preuve de la trahison de mon gendre, et je ressentais une colère pure, juste. Cet homme avait volé 15 ans de la vie de ma fille. Il avait terrorisé ma femme mourante. Il avait prévu de m'assassiner. Mais Ophélie avait été plus intelligente. Elle avait joué le jeu tout en documentant tout. Elle l'avait fait croire à sa victoire tout en construisant sa chute. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Sophie. Allô papa, sa voix semblait tendue. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu t'en sors avec tout ça? Pendant un instant, j'ai failli tout lui dire. Mais je me suis souvenu des avertissements d'Ophélie sur la dangerosité de Marc s'il était acculé. Ma fille était toujours en danger, mariée à un homme qui prévoyait de l'abandonner après avoir volé des millions. Je gère, chérie, ai-je dit avec précaution. Je prends les choses un jour à la fois. Bien, a-t-elle dit, mais j'entendais son incertitude. Papa, Marc pense qu'on devrait reparler de ton logement. Il s'inquiète de te savoir seul dans cette grande maison. J'ai serré les dents. Il commençait la phase 2, utiliser mon deuil pour me faire enfermer. J'apprécie son inquiétude, ai-je répondu fermement, mais je ne suis pas prêt à faire de grands changements. J'ai besoin de temps. Il y a eu une pause, puis la voix de Marc en arrière-plan, dis-lui qu'on est là pour l'aider à prendre la bonne décision. L'arrogance dans son ton m'a fait bouillir le sang, mais j'ai gardé ma voix stable. Dis à Marc merci pour l'offre, mais je sais m'occuper de moi-même. Après avoir raccroché, j'ai regardé les preuves. Demain, j'allais commencer à détruire l'homme qui avait essayé de détruire ma famille. Mais ce soir, je pleurais la femme qui m'avait aimé assez pour tout sacrifier. 3 jours plus tard, en étudiant les documents, j'ai découvert un petit journal en cuir. Ophélie y avait documenté sa contre-stratégie. Le jour 91, elle avait écrit « Demain, je signerai le faux testament qui lègue tout à Marc. Maître Henderson pense que je fais une erreur terrible, mais je lui ai fait jurer de garder le secret sur le vrai testament, celui qui lègue tout à Louis. Marc croit que le faux testament le rend riche, mais il fait de lui un voleur. Au moment où il essaiera de réclamer l'argent qui appartient légalement à Louis, il commettra un crime. Et avec les preuves que j'ai accumulées sur sa bigamie et ses menaces, il ira en prison pour longtemps. J'étais stupéfait. Ophélie n'avait pas seulement protégé notre argent, elle avait créé un piège élaboré. Le téléphone a sonné. C'était encore Sophie. Papa, je dois te parler. Est-ce que je peux passer? Seul? Quelque chose dans son ton a accéléré mon pouls. Bien sûr, chérie. Tout va bien? Je serai là dans 20 minutes. Et papa, ne dis pas à Marc que je t'ai appelé. Quand elle est arrivée, Sophie était dévastée, le visage fatigué. Papa, je dois te demander quelque chose et je veux la vérité. Est-ce que Marc t'a dit des choses sur l'état mental de maman avant sa mort? Quel genre de choses? Il me répète sans cesse que maman était confuse, qu'elle ne pensait pas clairement quand elle a fait son testament. Il dit que c'est pour ça qu'elle t'a presque rien laissé. Sa voix a craqué. Mais papa, j'étais avec maman presque chaque jour, elle était lucide, juste fatiguée par les traitements. C'était le moment. Ta mère était beaucoup de choses dans ces derniers mois, ai-je dit, mais confuse n'en faisait pas partie. Elle semblait plus déterminée que jamais. Sophie a hoché la tête, des larmes aux yeux. C'est ce que je pensais aussi. Marc me presse pour accéder à l'héritage immédiatement. Il dit qu'il y a des moyens de contourner la succession. Mon cœur battait. Marc était trop cupide, il se précipitait vers le piège. Sophie, pourquoi me demandes-tu ça? Il s'est passé quelque chose? Elle a éclaté en sanglots, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, papa. Marc agit bizarrement. Hier, j'ai trouvé des billets d'avion pour la Californie dans sa veste.
Il a dit que c'était pour le travail. Et alors? Ai-je suggéré, sachant pertinemment ce qu'elle avait trouvé. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je voie les noms. 4 billets. 2 adultes au nom de Marc et Jennifer Lefebvre, et 2 enfants, Marcus et Emma. Le silence s'est fait dans la pièce. Elle avait découvert la seconde famille de Marc, comme Ophélie l'avait prévu. « Que penses-tu faire » ai-je demandé. « Je ne sais pas » a-t-elle chuchoté. « Si je l'affronte et que je me trompe ?» Mais si j'ai raison, je voulais tout lui dire. Mais elle devait découvrir la vérité progressivement pour rester en sécurité. Peut-être devrais-tu consulter un professionnel, quelqu'un qui pourrait t'aider à y voir clair, ai-je suggéré. J'ai déjà contacté un détective privé, a-t-elle avoué. C'est intelligent, ma chérie. Très intelligent. Une semaine plus tard, le détective avait un dossier épais prouvant la bigamie de Marc. Sophie m'a appelé, « Papa, il faut que tu viennes. Je vais confronter Marc. » Quand je suis arrivé, Sophie était assise à la table de la cuisine, entourée des preuves. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans. « Regarde » a-t-elle dit en faisant glisser le certificat de mariage. Marc a épousé Jennifer 2 mois avant moi. Tout notre mariage est un mensonge. Nous avons entendu la porte d'entrée. Marc est entré avec son faux sourire, « Sophie, chérie, je suis rentré. Désolé pour le retard. » Il s'est figé en voyant les documents sur la table. Son masque est tombé. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il demandé d'une voix sèche. Sophie s'est levée, brandissant le certificat, « C'est ton vrai certificat de mariage, Marc. » Avec Jennifer. La couleur a quitté son visage. « Sophie, je peux expliquer » a-t-il commencé. Expliquer quoi? Les 2 enfants? Le vol d'argent pour entretenir une autre famille. Son expression a changé. Il n'y avait plus de faux-semblants. Il était froid, calculateur, très bien. Tu veux la vérité? Oui, je suis marié à Jennifer. Oui, ce sont mes enfants. La seule raison pour laquelle je suis resté avec toi, c'est pour cet argent. Sophie a hoché la tête, blessée mais forte, sors d'ici. Oh, je m'en vais, a-t-il ri, mais je prends ce qui est à moi. Les 8 millions. Demain, j'aurai accès au compte. Je me suis levé, sentant une force nouvelle, en fait, Marc, tu ne prendras rien. Il m'a regardé avec mépris, reste en dehors de ça, vieil homme. J'ai sorti une enveloppe de ma veste, l'argent n'a jamais appartenu à Ophélie. Il vient de l'héritage de mon père. Ophélie le gérait pour moi. Il m'appartient légalement. Il est devenu livide, c'est impossible. Le testament dit, le testament que tu as vu était un faux, ai-je poursuivi. Ophélie savait que tu la pressais, alors elle a fait créer un document pour te satisfaire. Le vrai testament me lègue tout. Sophie nous regardait, confuse, papa, comment tu savais? J'ai sorti la lettre d'Ophélie et je la lui ai donnée. En la lisant, l'expression de Sophie est passée de la confusion à la fureur. Tu as menacé de tuer mon père, a-t-elle dit d'une voix mortellement calme. Tu as prévu de l'assassiner pour de l'argent qui n'était même pas à toi. Marc a essayé de nier, tu ne peux rien prouver. J'ai sorti le dictaphone, en fait, Ophélie a enregistré chaque conversation. Veux-tu t'entendre planifier mon meurtre? Sa propre voix a rempli la pièce, discutant froidement de la façon de me faire taire. À la fin, Marc ressemblait à un animal acculé. Vous bluffez. C'est irrecevable. Peut-être, ai-je dit. Mais pas devant le tribunal de l'opinion publique. Je me demande ce que ton employeur, ta femme Jennifer et tes enfants penseraient de ça. Il a réalisé le piège. La beauté de la chose, ai-je ajouté, c'est qu'au moment où tu essaies de toucher cet argent, tu commets une fraude. Tu iras en prison pour tentative de vol. Sophie a jeté les clés de la voiture de Marc à ses pieds, sors de ma maison. Sors de ma vie. Et si tu t'approches de nous, ces enregistrements seront envoyés à tous ceux que tu connais. Il a ramassé ses clés en tremblant et est parti. Ce n'est pas fini, a-t-il lancé sans conviction. 6 mois plus tard, je suis dans le jardin, regardant Sophie planter des roses là où Ophélie en avait toujours rêvé. Marc est en prison pour 18 mois pour tentative de fraude. Sa seconde famille a volé en éclats, Jennifer a demandé le divorce et a obtenu la garde exclusive des enfants après avoir appris ses projets de meurtre.
son employeur l'a licenciée pour faute grave. Sophie et moi avons retrouvé une paix profonde. En creusant pour planter les roses, Sophie a trouvé une boîte métallique. « Papa, regarde ça. » C'était une capsule temporelle que nous avions enterrée en 1983. À l'intérieur, des photos de nos débuts et une lettre de la main d'Ophélie, écrite dans ces derniers mois. « Mon chéri Louis, si tu lis ceci, c'est que mon plan a fonctionné et que vous êtes en sécurité. Je n'étais pas démente, je n'étais pas confuse. J'étais juste une femme qui se battait pour les personnes qu'elle aimait le plus au monde. Utilisez cet argent pour vivre pleinement. Voyagez, soyez heureux. Ne gaspillez pas vos années à me pleurer. J'ai eu 40 années magnifiques avec toi. Je ne suis pas parti, je suis dans chaque rose qui fleurit dans ce jardin. Je t'aime, pour toujours, Ophélie. » Sophie a passé son bras autour de mes épaules. Nous avons pleuré, non pas de tristesse, mais de gratitude pour la femme qui nous avait sauvés. J'ai réservé 2 billets pour l'Irlande, le voyage dont nous avions toujours rêvé avec Ophélie. 1 an plus tard, Sophie a rencontré David, un homme bon et honnête qui l'aime pour ce qu'elle est. La vie a repris son cours, plus belle et plus authentique. Parfois, le soir, je relis les lettres d'Ophélie. Non par mélancolie, mais pour me rappeler que l'amour, ce n'est pas toujours la douceur. Parfois, l'amour est féroce, protecteur, capable de tout pour sauver ce qui compte. Marc a cru jouer contre des gens faibles. Il n'a jamais compris qu'il affrontait Ophélie Morrison, une femme qui ne reculerait devant rien. Il est parti avec rien, alors que nous avons hérité de la paix, de la liberté et de la certitude que nous sommes capables de protéger ce que nous aimons. C'est le plus bel héritage qu'une femme puisse laisser.